Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Sophie Charbonneau de la Maison des Jeunes Sodarides. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre nous apporte des citations célèbres inspirées de la phrase « Un esprit sain dans un corps sain ». Notre collaboratrice Marjolaine Rivet-Bourgard est des nôtres. Elle nous présente sa chronique « Désastres de masse et leurs impacts psychosociaux ». Bienvenue à Folie douce. De retour à Folie douce qui informe, démystifie et tente de faire changer les mentalités au sujet de la santé mentale. J'accueille mon invité, Mme Sophie Charbonneau. Bonjour Sophie, bienvenue à Folie douce. Bonjour. Bonjour, tu es directrice de la Maison des Jeunes Sodarides qu'on va apprendre à mieux connaître pendant cette entrevue. D'abord, peux-tu peut-être me faire un peu un portrait de qui tu es? Est-ce que tu as toujours gravité dans le domaine des maisons de jeunes ou en tout cas dans le domaine de l'entraide? En fait, moi, ça fait 14 ans que je suis à la Maison des Jeunes Sodarides, mais avant ça, j'ai habité dans l'Ouest pendant 20 ans. OK. L'Ouest canadien? Oui, l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan. J'ai suivi mon mari qui était dans la Gendarmerie royale du Canada. Ouais. Mais j'ai travaillé avec les adolescents beaucoup durant ces 20 années-là. Et quand je suis revenue au Québec, je me cherchais un emploi, évidemment, et j'étais un peu déconnectée du réseau. Et j'ai appliqué sur un poste à la Maison des Jeunes sans savoir si j'avais une chance ou pas. Et j'ai eu le poste. Alors, ça fait 14 ans maintenant que je suis, presque 14 ans en fait, que je suis... Mais tu connaissais bien la jeunesse, puis peut-être les problématiques en ayant côtoyé peut-être des jeunes ailleurs dans l'Ouest canadien, c'est comme tu dis? Exactement. C'est ça ce qui t'a donné le bagage, là. J'avais aussi de l'expérience au niveau de la gestion d'organismes communautaires. C'était des organismes communautaires en Alberta, mais c'était quand même le communautaire. Alors, j'avais une expérience de gestion. Oui, donc tu es directrice de la Maison des Jeunes de Sodarides. En fait, on n'a pas souvent parlé de ça, de cet environnement-là. Il y a beaucoup de maisons de jeunes qui existent. Oh, il y en a vraiment beaucoup. Ça fait quoi une maison de jeunes? Juste pour expliquer, peut-être, il y a une façon de définir ça de façon simple pour les jeunes? Oui, bien, en fait, une maison des jeunes, c'est un milieu de vie. C'est un endroit où les jeunes viennent de façon volontaire. Ils sont pas là, ils n'ont pas d'ordre de la cour, ils n'ont rien. C'est un peu, ça joue le rôle un peu comme d'un centre de loisirs, mais c'est pas un centre de loisirs. En fait, on donne des activités, on offre des activités aux jeunes pour établir des liens de confiance. Alors, on commence par jouer au billard, mais ensuite, on est capable de parler de ce qui va bien, ce qui va moins bien, de leur santé mentale, de la consommation, si c'est le cas, des chicanes d'amis, de famille. On peut parler de toutes les problématiques ou toutes les thématiques qui touchent les adolescents. Et pourquoi ces jeunes-là ou des jeunes vont dans des maisons de jeunes? Est-ce qu'il faut que les gens aient eu certaines problématiques ou c'est plus ils pourraient aussi bien aller faire du sport à l'aréna, puis finalement, ils vont là parce que c'est un endroit qui est agréable? C'est exactement ça. C'est pas nécessairement des jeunes qui ont des problèmes. C'est tous les jeunes qui ont 12 à 17 ans peuvent venir, en tout cas à celle de Boisbriand, c'est 12-17 ans. Ils peuvent venir nous voir et juste passer du temps de qualité avec leurs amis. C'est un milieu de vie, c'est un endroit pour se rassembler, pour se regrouper. Et puis, c'est sûr qu'à l'adolescence, on est en quête de nous-mêmes. Alors, souvent, on a certaines petites problématiques ou des défis. Je vais dire des défis, c'est plus positif. Des défis qu'on vit et on aide les jeunes à se retrouver puis à passer à travers cette période-là de façon acceptable et agréable. Peut-être que certains jeunes se sentent plus à l'aise aussi de parler de certaines problématiques que peut-être dans leur milieu familial ou c'est peut-être ça aussi. Là. Ça doit répondre à un besoin. Totalement. Effectivement, un jeune à l'adolescence, quand il arrive vers 12 ans, il trouve que ses parents sont bien dépassés, là. Mais il arrive dans une maison de jeunes où il y a des intervenants qui ont entre, les plus jeunes, peut-être 18-19 ans, et les plus vieux, peut-être 30 ans. Et là, ils peuvent s'identifier à ces gens-là. C'est des modèles positifs. Et ils parlent à d'autres jeunes, peut-être, qui ont aussi certaines problématiques qui peuvent se ressembler, ou certains pas nécessairement des problématiques, mais certains questionnements, par exemple, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Ils partagent beaucoup entre eux. C'est un milieu de vie, donc évidemment, ça ressemble à une maison, en fait. On a un grand salon avec une table de billard, une table de ping-pong, on a des jeux vidéo, on a une salle à manger, une cuisine complète pour faire à manger. Alors, un jeune qui arrive là après l'école, qui descend de l'autobus scolaire, qui s'installe chez nous pour la soirée, s'il a faim, il peut se faire à manger parce que dans le frigidaire, mettons, il y a du lait, puis dans l'armoire, il y a une boîte de Kraft Dinner, puis il a le droit d'aller se servir, de se faire à manger, de souper et
de ramasser par la suite, évidemment. C'est financé comment? Parce qu'on connaît souvent, nous autres, dans le domaine, on a souvent reçu des gens d'organismes communautaires en santé mentale, ces choses-là. Puis souvent, il y a le ministère de la Santé qui les finance, mais les maisons de jeunes, est-ce qu'ils sont... C'est aussi le ministère de la Santé par le programme de soutien aux organismes communautaires. OK, le PSOC. Le PSOC. Parce que ça fait longtemps que les maisons de jeunes existent, donc il y a un besoin, on sait qu'il y a une nécessité pour qu'il y ait des endroits, justement, qui accueillent les jeunes. Il y a toujours eu un besoin, mais particulièrement en ce moment, avec la pandémie, quand on ferme les écoles, on rouvre les écoles, on ferme les milieux de vie, on rouvre les milieux de vie, les jeunes sont un peu déboussolés, ils sont plus anxieux qu'ils n'ont jamais été, ils sont vraiment dans une période pas facile, et puis, c'est certain que nous autres, avec... les subventions, ça nous aide à vivre. C'est sûr que c'est minimal. On s'entend que ça ne fait pas vivre fort. Le communautaire, on a besoin de... Pour avoir d'autres activités, peut-être de financement pour combler. Oui, exactement. Les jeunes nous aident dans certaines activités de financement, et puis on met les argents ramassés dans le fond, dans la programmation, pour leur permettre de faire des activités. Par exemple, d'aller à Québec, de visiter différents trucs, d'aller à la ronde, ou faire du laser tag, ce genre de choses-là. Oui. Mais notre principale activité, c'est de faire de la prévention, de la sensibilisation, de l'accompagnement des jeunes. C'est sûr qu'on fait du ludique. C'est par le ludique qu'on crée des liens. Qu'on accroche les gens puis qu'on leur donne confiance, etc. La maison Sodaride, dont tu es la directrice, le nom vient d'où, Sodaride? C'est un acronyme qui a été inventé par un jeune il y a de cela presque 40 ans. La Maison des jeunes va fêter en 2022, toute l'année, va fêter son 40e anniversaire de fondation. Elle est située à Beaubriand, comme tu disais? Elle est située à Beaubriand. On est dans des locaux municipaux présentement. On n'est pas propriétaire d'une maison qui a pignon sur rue, mais on est vraiment bien logé. Et puis... Et donc, le nom, c'était chaque lettre? C'est un acronyme. Chaque lettre veut dire quelque chose. Exactement. Je ne pourrais même pas vous le dire. Je m'en rappelle jamais. C'est trop... Je pense que S, c'est pour structure, organisme... délasse, A pour amuse, R regroupe, renseigne, informe, puis le dernier D, je ne m'en rappelle vraiment pas. Là, mais non, on comprend. C'est ça que ça veut dire, c'est un acronyme. Par contre, l'acronyme n'est pas utilisé, c'est plus Sodaride qui est utilisé, les jeunes appellent ça soda. Puis juste comme ça, soda à l'envers, ça fait ado. Oui, c'est un drôle de hasard, mais c'est beau, c'est ça, effectivement. Puis soda, effectivement, les gens vont peut-être dire, on va aller au soda ou ça, tu viens au soda. C'est un peu ça, on le nomme ça. On nomme l'endroit soda, c'est plus facile à retenir. Quels sont les services qui sont offerts? Donc, tu parlais tantôt justement du ludique, tout ça, mais est-ce qu'il y a un horaire défini, dont à chaque semaine, il y a telle chose à tel jour, ces choses-là? En fait, chaque semaine, on a un horaire qui sort durant la fin de semaine pour la semaine à venir, parce qu'on est vraiment avec les jeunes en ce moment, on est dans le ici et maintenant. Ouais. Les jeunes sont dans l'instantané, alors quand même on le ferait une semaine d'avance, 10 jours d'avance, 3 semaines d'avance, ils vont le regarder la veille. Alors, on le sort la fin de semaine, on a l'horaire, mais c'est sûr qu'il y a des activités qui reviennent régulièrement. On est là aussi pour offrir de l'aide aux devoirs. Si nos jeunes nous disent « Hey, j'ai un gros devoir, j'aurais besoin d'aide », on s'installe, on les aide aux devoirs. C'est certain qu'on a des activités ludiques, comme je dis, mettons, je sais pas moi, le mardi, jeu de société, le mercredi, on soupe ensemble, ce genre de choses. Mm-hmm. Et ça change à chaque saison, disons, on change la programmation change. Durant l'été, on fait plus de ludiques et d'activités dehors. On a un salon extérieur, les jeunes restent beaucoup plus dehors. Et on visite aussi plus autour, parce que, bon, évidemment, c'est plus... La température est plus agréable, clémente. Ben oui, effectivement. Quand on parle ici de notre émission, on parle beaucoup de santé mentale. Évidemment, il y a plusieurs problématiques chez les jeunes, mais l'aspect santé mentale, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Est-ce que tu as souvent été confronté à ce genre de questionnement-là ou à des problématiques qui apparaissent chez les jeunes? Ben oui, en fait. Puis depuis, je dirais, 4-5 ans, l'anxiété est devenue vraiment le mal du siècle, je dirais. C'est incroyable. Les jeunes... L'anxiété de performance est intense. Puis c'est pas des jeunes qui ont nécessairement des vulnérabilités, là. C'est beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont anxieux. Puis pas juste nos jeunes, les employés aussi vivent de l'anxiété. Puis là, la COVID n'a pas aidé. Ça tout le monde en a pris un peu. Tout le monde en a pris une claque là, avec la COVID. Je pense, je sais pas si on va être marqué longtemps, je pense. Je pense que oui. Puis nos jeunes, c'est quand même nos adultes de demain. On s'entend que nos jeunes qui ont 13, 14, 15 ans, c'est les adultes dans pas longtemps, là. Alors, on n'a pas tant de temps que ça pour se revirer de bord, comme on dit. As-tu personnellement, ça fait quand même 14 ans, puis tu avais de l'expérience avant, mais as-tu comme, je dirais pas évolué, mais as-tu appris des choses ou as-tu été surprise peut-être de certaines problématiques de santé mentale? Tu sais, à force d'être à un endroit, on finit par
voir des choses, puis est-ce qu'il y a des choses qui t'ont comme peut-être, je dirais pas surprise, mais tu sais, qui t'ont au niveau de la santé mentale? Ben, en fait, ce qui me surprend toujours, c'est de voir les nombres de jeunes qui sont anxieux. Ceux qui, peut-être qu'on est dans un milieu où c'est plus facile de le dire aussi, là, mais c'est vraiment beaucoup de jeunes. Puis avant, il y en avait quelques-uns, mais il n'y en avait pas tant que ça. C'est vraiment rendu presque un fléau. Là, spécialement, dirais-tu que c'est la pandémie ou c'est bien avant ça? Oh, c'est avant la pandémie. Mais disons que la pandémie n'a pas aidé. Là, ça n'aide pas en ce moment, mais c'est avant la pandémie. Parce que dans le fond, c'est, comme tu dis, c'est un peu le mal du siècle. Puis effectivement, les gens souvent sont un peu perdus, course effrénée toujours, après réussir, puis avoir beaucoup de pression là, de la société. Je pense, je veux dire, moi j'ai des enfants, là, je pense juste à moi quand j'étais jeune maman, là, avec des jeunes, que je les inscrivais dans 1000 affaires. Là. C'était peut-être trop un moment donné, là. Il faut leur apprendre à rien faire, à être capable de perdre du temps puis de dire « Hey, je m'ennuie, j'ai rien à faire ». Parce moi, je les mettais dans 1000 affaires, dans toutes les activités qu'il y avait possibles. Je courais comme une folle, comme mère. Je jouais au taxi. Ça nous nuit comme parents. Mais ça nous nuit comme parents, puis ça met une pression sur nos enfants. En tout cas, je pense que, je veux dire, je me regarde comme maman maintenant. Je dirais à la maman qui était là, « Hey, wow, prends ça cool ». Vas-y, plus relax, c'est le fun qui s'ennuie un peu. Donne-leur du temps, là. Oui, c'est vrai que même en s'ennuyant, c'est peut-être là que la créativité se développe aussi. Tu sais, des fois, des gens vont dire, ben, je m'ennuie, la personne va commencer à écrire, va peut-être avoir un talent d'écriture ou d'art ou peu importe, des idées pour faire des projets, des choses comme ça. Hein? Oui, d'ailleurs, on a un projet dans la région de Thérèse de Blainville où on est une table de concertation et on fait à chaque année une exposition d'art qui s'appelle Mozart. OK. M-A-U-X, Z majuscule A-R-T-S. Un beau jeu de mots. Mozart. Ouais. Et c'est justement pour les gens qui vivent une problématique de santé mentale ou ceux qui ont des proches qui vivent une problématique de santé mentale ou les jeunes qui ont le goût de faire une œuvre d'art. Et c'est vraiment une belle exposition. Ça a lieu en mai durant la semaine de la santé mentale. Donc, c'est à chaque année? À chaque année. Je ne me rappelle pas exactement quelle édition on est rendu. Je pense qu'on est rendu à la 7e ou la 8e édition. Et c'est vraiment quelque chose de le fun. Les jeunes participent. La première année, j'ai juste dit aux jeunes, ça vous tente-tu de participer à ça? Puis on avait fait des petites œuvres d'art, mais ça fonctionnait déjà depuis plusieurs années chez les adultes et on a rajouté le volet adolescent, jeunesse. Et on trouve quoi, de la peinture et autres? De la peinture, de la sculpture, des photos, des poèmes. Il y a eu une année, il y avait eu des costumes faits par des jeunes. Alors, c'est vraiment quelque chose de beau parce qu'on se dit, ben l'art, c'est sûr que ça nous aide à exprimer nos émotions puis ce qu'on vit. Et à la fois, quand c'est publié, ben, ça fait aussi, ça vient comme, peut-être pas réconforter, mais ça vient comme la personne qui l'a fait a comme dévoilé quelque chose ou a comme sorti quelque chose. Fait que les gens le voient, donc il y a comme c'est un vernissage, en fait. C'est vraiment une belle expérience pour ceux qui participent. Puis il y a vraiment beaucoup de gens qui participent. En moyenne, il y a à peu près une 50aine d'œuvres qui sont... Ouais, c'est bien. Ouais. Pour tout savoir, que ce soit cet événement-là qui arrive chaque année ou toutes les activités qui existent, est-ce que vous êtes juste ouvert aux gens de la Rive-Nord, en tout cas de la Couronne-Nord, ou si vous êtes ouvert quand même aux gens à proximité? Ceux qui vont faire partie de l'activité elle-même, oui, on privilégie les gens de Thérèse de Blainville, c'est-à-dire les villes de Sainte-Thérèse-Boisbriand, Rosemère, Blainville, Sainte-Anne-des-Plaines. Oui, puis pour savoir plus sur justement la maison de jeunes Sodaride. La maison des jeunes est située à Boisbriand au 955 boulevard de la Grande Allée. Est-ce qu'il y a un site web? Il y a un site web, c'est le www.mdjsodaride, SODARRID.com. Ben, c'est super intéressant. Merci beaucoup, Sophie Charbonneau, donc directrice de la Maison des jeunes Sodaride. Soda pour les intimes. Merci d'avoir été des nôtres à la Folie Douce et bonne continuation. Ben, merci, ça m'a fait grand plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Vous aimez gazouiller? La bonne santé mentale vous titille? Suivez Folie Douce Radio sur Twitter. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Alors, bonjour Pierre. Salut Yvan. Alors, aujourd'hui, tu un peu à la demande générale, ça arrive à l'occasion que tu fais ça, c'est que tu nous amènes des citations célèbres et cette fois-ci inspirée de la phrase connue « Un esprit sain dans un corps sain ». Oui, c'est une phrase que tout le monde connaît. Et à force de faire la recherche sur l'origine de cette phrase, je suis tombé sur tout un paquet de gens célèbres à travers l'histoire et même contemporains qui ont tenu des propos semblables ou en tout cas qui ont parlé de la sanité ou
Et on pensait que cette phrase-là datait de quoi, d'il y a peut-être un siècle, mais ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Ah, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Oui. D'abord, je vais te lire un petit texte que j'ai pris là-dessus sur Internet qui nous dit « Mens sana in corpore sano ». C'est en latin, évidemment. C'est une citation extraite de la 10e satire de Juvénal. On se l'a traduit en bon français par un esprit saint dans un corps saint. Et ce Juvénal fut un poète satirique romain de la fin du 1er siècle et du début du 2e siècle. Après un oubli de 200 ans, Juvénal a été très lu dès l'Antiquité tardive et au Moyen Âge. Il existerait près de 500 manuscrits médiévaux des satires. Donc, de tout temps, depuis longtemps, finalement, on s'est rendu compte que c'est un tout. Le corps, tu sais, c'est la santé, c'est tout, c'est l'esprit et le corps. Là. Des fois, ça me frappe, ou en tout cas, ça me surprend de voir à quel point les grands penseurs avaient les mêmes soucis que nous et pensaient les mêmes choses, avaient les mêmes ils ont dû à un moment donné, ils ont peut-être dû à un moment donné, ils essayaient de soigner quelqu'un physiquement, puis ils se sont rendus compte que la personne, c'était un tout, puis un peu ce qu'on se pose comme question aujourd'hui. Des fois, les mêmes problèmes de jalousie à l'intérieur de la famille, à propos du beau-frère ou de la belle-sœur. Alors, on n'a presque pas évolué, finalement. De toute façon, ça change. On a évolué dans un sens, mais dans un autre sens, on a toujours les mêmes soucis, on dirait. Ouais. Mais en tout cas, peu importe. Mais sur un site qui s'appelle tout simplement citation.ouestfrance.fr, j'ai trouvé c'est pas le même site où je vais habituellement pour les citations célèbres, mais j'en ai trouvé sur ce site français. Par exemple, il y a Christian Bobin qui est un écrivain et poète français contemporain. Il a déjà dit « Un homme sain d'esprit, c'est un fou qui tient sa folie dans une poche de sang noir. Entre le cerveau et le crâne, entre sa famille et son métier. C'est un fou furieux qui ne saura jamais guérir, n'étant jamais malade. Un fou, c'est un homme sain d'esprit qui n'a plus les moyens de sa folie, qui perd les os de sa folie d'un seul coup. » Donc, il y a du travail de réflexion là-dessus. Il faudrait la relire. Oui, il faudrait la relire plusieurs fois. Elle est assez longue, celle-là, oui. Il y a M. Paul Valéry. En fait, c'est le nom de plume de M. Jules Valéry, qui était écrivain, poète et philosophe français. Il avait dit « Un homme qui est sain d'esprit est celui qui tient le fou intérieur sous clé. » Ouais. Comme si... pénétrer sa folie puis la contrôler. Tu vois, il y en a plusieurs comme ça, des pensées qui sous-entendent qu'on a tous un fou en dedans de nous autres. Puis que c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Il y a M. Georges Courteline, dramaturge français, né le 25 juin 1858. Il avait dit « Je ne sais pas de... écoute-la bien, ça. Je ne sais pas de spectacle plus sain, d'un comique plus réconfortant que celui d'un monsieur recevant de main de maître un beigne qu'il avait cherché. Un beigne, ça veut dire une claque en vieux français, j'imagine. Il y a M. Oscar Wilde, écrivain qu'on connaît tous, il a dit, écoute-la bien celle-là, de tous les exercices, l'homosexualité est le plus sain. Presque tout se passe en plein air et il faut tellement marcher. Il y a M. Carl Gustav Jung, un médecin psychiatre suisse connu dans le monde de la psychiatrie. Il a dit « Un homme sain ne torture pas ses semblables. En général, ce sont les victimes qui se changent en tortionnaires. » Il y a M. Pierre de Ronsard, un des poètes français les plus importants du 16e siècle. Il avait dit « Le cerveau n'est jamais bien sain que l'amour ou le vin n'abreuve. » Poétique. Il y a M. Maurice Merleau-Ponty, philosophe français. Il avait dit « L'homme sain n'est pas tant celui qui a éliminé de lui-même les contradictions, c'est celui qui les utilise et les entraîne dans son travail. » Il y a M. Robert von Musil, ou Musil, je ne sais pas, est un ingénieur, écrivain, essayiste et dramaturge autrichien. Il avait dit « Ce qui distingue un homme sain d'un aliéné, c'est précisément que l'homme sain a toutes les maladies mentales et que l'aliéné n'en a qu'une. » Ouais. Ça porte à réfléchir. Il y a un peu de vrai là-dedans, je pense. Il y a M. Richard Cowper, de son vrai nom, John Middleton Murray,
qui était un écrivain britannique du 20e siècle, ça fait pas tellement longtemps. Il avait dit « La folie a sa propre logique et le vrai fou se sait saint d'esprit. » C'est ce qui fait sa force. Il a un avantage énorme sur les autres, pour qui l'équilibre mental est avant tout une affaire de consensus. Maintenant, dans le site Citation Le Parisien, qui est un site un peu plus familier pour moi, alors, tout d'abord, le Québécois Serge Bouchard, qui est décédé... il n'y a pas si longtemps. Ça ne fait pas si longtemps. C'était le 11 mai 2021. Il avait 73 ans. Il était anthropologue, écrivain et animateur bien connu de radio. Il avait dit « Il n'est rien de plus sain que de dire n'importe quoi au beau milieu d'un monde où trop de gens sérieux ne se le permettent plus. » Ouais. Il y a Kristen Scott Thomas, une actrice américaine, je pense bien. Elle avait dit « Vous connaissez les kits de pharmacie qui vous indiquent que lorsque vous êtes enceinte, il devrait en avoir un qui vous indique quand vous êtes sain d'esprit. » Alors, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. On poursuit avec les citations célèbres inspirées de la phrase « Un esprit sain dans un corps sain » plus tard à l'émission. À venir dans l'émission, Marjolaine Rivet-Beauregard nous apporte sa chronique « Désastres de masse et leurs impacts psychosociaux ». À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec des citations célèbres inspirées de la phrase « Un esprit sain dans un corps sain ». Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de Folie douce. Écoutons-les. J'accueille maintenant notre chroniqueuse Marjolaine Rivet-Beauregard. Bonjour Marjolaine. Salut. Ou Marjo pour les intimes. Exactement. C'est ça, merci d'être là. Tu nous présentes ta chronique sur les désastres de masse et leurs impacts psychosociaux. Comment on peut définir ce que c'est un désastre de masse? Puis qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'impacts psychosociaux? Oui, donc en fait, les désastres de masse, c'est un désastre, donc une catastrophe qui a un impact sur des masses, donc sur une population, donc plus qu'une personne. Ouais. Donc on est entouré de désastres de masse, je veux pas au Québec spécifiquement, ou un peu partout dans le monde. Donc quand on parle de désastres de masse, on peut penser à la COVID, donc la pandémie, on peut penser à des feux de forêt, on peut penser à des tremblements de terre, des inondations. On peut aussi penser à de la violence de masse, donc ce qui s'est passé à la Polytechnique il y a maintenant plusieurs années, ouais. Donc ça aussi, ça en fait partie, donc c'est vraiment un événement qui affecte une population. Puis il y a des impacts psychosociaux parce que tu as consacré beaucoup de tes études sur ça, sur ce thème-là, en fait. Oui, exact. Donc, en fait, comme vous pouvez imaginer, quand on est confronté à un événement comme ça, que ce soit une catastrophe naturelle ou de la violence en masse, donc on peut être traumatisé, il peut y avoir de la détresse psychologique. Donc, lorsque l'on parle d'impacts psychosociaux, c'est vraiment tout ce qui est impacts psychologiques qui sont affectés par notre environnement social. Puis est-ce qu'à ta connaissance, il y avait déjà des études qui avaient été faites? Parce que pour que tu t'intéresses à ça, j'imagine qu'il y avait un manque quelque part, parce que on essaie de trouver, j'imagine, un sujet où il va y avoir de la matière à développer et à rechercher, en fait. Oui, donc en fait, c'est sûr qu'il y a quand même plusieurs études qui ont été faites sur les sujets. Donc, par contre, la majorité des études ont été faites aux États-Unis. Donc, c'est évidemment un des pays où il y a énormément de recherches, mais aussi parce que, justement, il y a énormément de désastres naturels au Québec. Il y a quelques recherches qui avaient été faites, mais c'est surtout des recherches qui remontaient aux inondations du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc en 96, si je ne me trompe pas. Et puis, il y avait eu très, très peu de recherches qui s'étaient faites récemment avec les inondations de 2017 et 2019. Et puis, puisque moi, j'ai commencé ma maîtrise en 2019, donc lorsque les inondations printanières sont survenues, ouais. Je suis rentrée un peu dans ce domaine-là. Et finalement, précédant la pandémie, tu ne l'as pas souhaité, mais quelque part, ça a certainement apporté beaucoup d'informations. Il y a énormément de matière à développer là-dessus. Là. Oui, exactement. Donc, en fait, la pandémie a créé une espèce d'énorme terrain de jeu pour les chercheurs en désastres de masse, ouais. incluant moi. Donc,
heureusement ou malheureusement, donc mon doctorat, en fait, se penche sur cette question-là, justement, la pandémie puis les impacts psychosociaux. Oui, c'est intéressant. Il y a une raison pour laquelle on étudie les impacts des désastres de masse, puis c'est parce que, comme avec les changements climatiques, on sait qu'il va y avoir de plus en plus de catastrophes naturelles. Et puis, ce que ça implique, ça, c'est qu'il faut qu'on soit capable de se préparer pour prévenir, justement, donc que ce soit au niveau gouvernemental, pour justement avertir la population des dangers, pour s'assurer que les gens qui sont plus vulnérables puissent avoir les informations nécessaires pour bien s'adapter puis pour bien se préparer. Mais aussi parce que, comme qu'on vient de mentionner, avec les désastres de masse viennent aussi des réactions psychologiques assez intenses. Mais à ce moment-là, il faut qu'on soit capable de bien intervenir, de bien réagir dans ces moments-là. Donc, on ne peut pas juste laisser quelqu'un souffrir après des inondations ou souffrir après avoir perdu quelqu'un de cher pendant la COVID. Il faut vraiment qu'on soit au courant de comment réagir, comment les aider pour que leur détresse psychologique, idéalement, ne devienne pas chronique, puis mène pas à des problèmes de santé mentale qui vont perdurer trop dans le temps non plus. Par où tu commences, en fait? Parce que c'est un vaste sujet, mais comment tu commences pour sortir des conclusions ou sortir peut-être des suggestions à des choses à ne pas faire ou à faire dans l'avenir? C'est pas évident de quel côté tu prends ça, là? Non, en effet. Puis justement, il y a plusieurs... il va y avoir plusieurs domaines de recherche, mais aussi il va y avoir plusieurs phases d'intervention quand on parle de désastres de masse, désastres naturels. Donc, premièrement, il va y avoir la phase d'impact, donc tout ce qui se passe pendant le désastre et les quelques jours qui vont suivre. Donc, à ce moment-là, on parle vraiment d'interventions d'urgence, que ce soit des interventions médicales ou psychologiques. Donc, à ce moment-là, on pense beaucoup à la Croix-Rouge. Il va aussi y avoir donc une phase post-impact, donc tout ce qui est les quelques jours et quelques semaines qui vont suivre le désastre. Lorsqu'on parle de post-impact, on pense surtout à continuer à préparer justement les gens qui ont été affectés pour assurer un retour à la normale, entre parenthèses, dépendamment si la normalité va revenir ou non. Donc, par exemple, s'assurer que les gens peuvent réhabiter dans leur maison ou au niveau psychologique, mais s'assurer que les gens sont aptes à retourner au travail ou des choses comme ça. Et puis, il va aussi avoir la phase de rétablissement qui est lorsqu'on essaie de se reconstruire ou de reconstruire la communauté, que ce soit au niveau économique ou au niveau psychologique. Et puis, à ce moment-là, c'est vraiment cette phase-là qu'on vise parce qu'en tant que société, au niveau des différentes interventions, on va être capable de s'assurer que les gens continuent à bien aller au-delà donc de la phase de rétablissement, que justement des années après, ça continue à bien aller. Par contre, là où est-ce qu'on a quelques petites problématiques, c'est que souvent dans cette phase-là, mais tout ce qui est interventions d'urgence vont déjà s'être retirées. Donc, les interventions d'urgence ou les interventions psychosociales vont durer environ 2 à 4 mois suite au désastre. Mais si on veut surveiller les impacts sur plusieurs années, bien là, on a beaucoup moins de moyens pour surveiller ce qui se passe au niveau psychosocial. D'après tes recherches, il y a des impacts à long terme, j'imagine, dans la plupart de ces désastres de masse-là. Oui, exact. Donc, dans le fond, il y a quand même, malgré qu'il y ait moins de recherche, il y a quand même de la recherche qui s'est penchée sur les impacts au long terme. Donc, par exemple, si on rentre un peu plus dans un domaine précis, dont les inondations, parce que les inondations, c'est quelque chose qui est très, très prévalent au Québec. Ouais. Donc, je dirais que c'est un des désastres sur lesquels on a le plus de données présentement. Mais on sait qu'après 1 an, par exemple, il va y avoir énormément de symptômes de stress post-traumatique, symptômes d'anxiété, symptômes de dépression, détresse psychologique. Et puis, si on regarde 1 an après les inondations, par exemple, de 2017 et 2019, on regarde des taux de plus de 40% de symptômes de stress post-traumatique, ce qui est quand même énorme. Et puis, on reste encore autour du 20% pour tout ce qui est symptômes d'anxiété, symptômes de dépression. Donc, c'est vraiment des chiffres qui sont alarmants puis qui appellent aussi à une intervention au long terme. Et au-delà même de ces données-là, il y a aussi des recherches qui ont été menées qui démontrent en fait qu'après 4 ans, suite aux inondations, il y a encore justement des impacts psychologiques qui persistent. Donc, il faut vraiment il faut continuer à avoir plus de données là-dessus pour s'assurer que c'est des chiffres qui se répliquent. Donc, la réplication, c'est quelque chose qui est extrêmement important en recherche. On veut s'assurer que les chiffres qu'on a ne sont pas juste à cause de la cohorte de personnes avec qui on a parlé, mais que c'est vraiment quelque chose un phénomène qu'on peut généraliser. Dans le stress post-traumatique, quelle sorte de
Comment on pourrait donner des exemples? Jusqu'à quel point ça peut aller en termes de symptômes ou en tout cas de réactions? Et par exemple, je peux puiser un peu dans mon expérience à ce niveau-là. Donc, quand on parle de stress post-traumatique, ce qui revient souvent, c'est les symptômes d'intrusion. C'est par exemple constamment y repenser. Mm-hmm. Donc, si par exemple, vous êtes dans votre maison qui a été inondée il y a 2 ans, puis que tout à coup, il y a une pensée que vous n'êtes pas capable de vous débarrasser, que vous avez peur que, mais qu'est-ce qui arrive si dans quelques mois, ma maison se fait inonder, puis que je perds tous mes biens matériels encore, que je suis plus capable de vivre chez nous, qu'il faut que j'aille vivre ailleurs. Donc, ce genre de pensée-là, ou par exemple, si c'est le printemps, puis que vous arrivez à votre fenêtre, puis là, vous voyez les eaux qui ont monté depuis la veille, puis là, ben, ça commence à vous travailler que, c'est ce temps-ci de l'année encore. Ça réveille des mauvais souvenirs, là. Exactement. Et qu'est-ce qui explique ça? Est-ce qu'on peut éviter ça? Est-ce que c'est inévitable ou si on n'a comme pas le choix, ça va évidemment revenir? Ou... Ça dépend des personnes. Donc, il va y avoir des différences individuelles d'une personne à l'autre, dépendamment de l'expérience passée, de la résilience, de la gravité aussi, de la sévérité de l'événement et puis comment les gens ont été touchés. Mais aux anniversaires, c'est toujours quelque chose qui va fort probablement survenir. Donc, par exemple, si on prend les attentats du 11 septembre. Donc, je ne sais pas à quel point ça s'applique peut-être un peu moins au Québec qu'au Canada, mais on se rappelle que la majorité des gens qui pouvaient se souvenir de ce qui s'est passé le 11 septembre, bien, premièrement, aujourd'hui, peuvent encore, qui s'en rappellent encore, mais aussi le 9 septembre, le 11 septembre, on va toujours avoir une petite pensée. On va toujours être ramené un peu vers cet événement-là. Qu'est-ce qu'on faisait lorsqu'on a appris ce qui s'est passé? Et si on est touché, si on a été touché par un désastre comme ça ou un drame comme ça, c'est encore pire, là? Exactement. Donc, c'est encore plus fort. C'est intéressant. Est-ce que tu peux nous rajouter dans encore quelques minutes, Marjo? Oui, donc en fait, toute cette recherche-là qu'on fait, le but, comme on mentionnait un peu plus tôt, c'est vraiment d'être capable de prévenir et d'intervenir. Et puis, donc, au-delà de la recherche, il y a quand même plusieurs choses qui sont faites par, justement, les institutions gouvernementales et puis aussi par les différents organismes qui existent. Et puis, je pense que c'est important de mentionner qu'il y a énormément de mobilisation en recherche, justement. Donc, par exemple, les fonds de recherche du Québec financent des réseaux de recherche. Donc, par exemple, le réseau intersectoriel des inondations du Québec. Son seul et unique objectif, c'est vraiment de favoriser la recherche au niveau des inondations et de façon interdisciplinaire. Donc, que ce soit comment prévenir la montée des eaux, comment identifier la montée des eaux, ou que ce soit au niveau des impacts psychosociaux des inondations, il y a vraiment une organisation complète qui gravite autour de promouvoir la recherche, mais aussi promouvoir les résultats qui sont générés par ces recherches-là. Donc, c'est vraiment il y a vraiment des organismes qui sont très, très actifs. Mais aussi au niveau de l'intervention puis de la prévention, le site du gouvernement du Québec offre quand même une marche à suivre détaillée pour se préparer puis agir quand on est dans des inondations, quand on vit les inondations. Par contre, c'est un peu limité au niveau des impacts psychosociaux. Donc, ces sites-là ont tendance à nous référer au 811, qui est peut-être pas non plus si outillé que ça, jusqu'à un certain point. Peut-être qu'on néglige un peu l'impact psychosocial, d'où l'importance de recherches comme la tienne, ou en tout cas des travaux que tu mènes en termes pour améliorer les choses. Exact. Donc, le 811 est une superbe ressource, mais qui est très fourre-tout, si je peux dire ça comme ça. Donc, on va les appeler pour plein de choses, mais ne sont pas spécialisés. Donc, il manque peut-être un peu d'intervention disponible pour... justement de l'intervention spécialisée, mais qui va aller au-delà des 2 à 4 mois qu'on discutait justement quand on parle d'intervention d'urgence. Exactement. Il reste en quelques secondes. En fait, je te remercie, Marjolaine Rivet de Beauregard, donc, pour ta chronique « Les désastres de masse et leur impact psychosocial ». J'espère que ton travail va servir à quelqu'un éventuellement, parce que tu as passé plusieurs années et tu vas continuer de t'y intéresser, je pense, dans le cadre de ton travail. Oui, exactement. Mais là, justement, avec la COVID, mettons qu'on a du matériel pour encore quelques années. Oui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et puis à la prochaine. Merci. À la prochaine. Vous écoutez l'émission Folie douce, une expertise en santé mentale depuis 1991. Nous poursuivons micro avec l'espresso allongé et les citations célèbres inspirées
de la fameuse phrase « Un esprit sain dans un corps sain », Pierre. Oui, et comme je le disais un peu plus tôt dans l'émission, cette fameuse phrase a inspiré beaucoup de penseurs, ou des fois c'est simplement la sanité, si tu veux, la sanité de l'esprit, comme on peut voir. Ça dépend des citations. Par exemple, il y a le fameux Casanova, le grand séducteur aventurier, et il a été banquier, ça je ne le savais pas. Ah bon? Il a été diplomate, il a été espion, il a été homme d'affaires, il a été décédé en 1798. C'est un grand charmeur. Oui. Il avait dit, pour juger un homme, il faut examiner sa conduite quand il est sain et libre. Malade ou en prison, il n'est plus le même. Ouais. Bien d'accord avec ça. Oui, c'est sûr, ça change un homme. Oui, il y a Oscar Wilde, encore lui, écrivain bien connu, il avait dit « Les plaisirs simples sont le dernier refuge sain dans un monde complexe. » Il y a le fameux Karl Lagerfeld, qui est un dessinateur de mode allemand d'origine, qui est décédé récemment en 2019. Il avait dit « Le changement est le moyen le plus sain de survivre. » Oui, il faut s'adapter dans le changement. Oui. Il y a George Sand, une femme qui s'appelait ainsi George Sand, artiste et écrivaine, décédée en 1876. Elle avait dit « Le pardon de l'amitié est le plus sain et le plus doux des bienfaits. » Il y a l'ex-président américain, ton préféré, Donald Trump. Ah, c'est mon préféré, en riant, évidemment. Oui. Il avait dit « Montrez-moi quelqu'un qui n'a pas d'ego et je vous montrerai un perdant. Avoir un ego sain ou une haute opinion de soi, c'est un vrai truc positif dans la vie. » C'est le dernier que je m'attendais à avoir cité là-dedans. En tout cas, il y a peut-être sa place dans ça. Le fait d'être président américain, j'imagine que ça apporte un... tu deviens célèbre, veux pas. Sûrement. Il y a le fameux Louis Pasteur, qui était biologiste, chimiste, microbiologiste. Il avait dit « Le vin est le breuvage le plus sain et le plus hygiénique qui soit. » Effectivement, c'est hygiénique, paraît, le vin. Oui. Ouais. C'est possible. Mais sain, ça dépend. C'est toujours intéressant. Quand c'est pas en trop grande quantité, je me souviens. Il y a Romain Rolland, artiste et écrivain décédé en 1944. Il avait dit « Par toute son éducation, par tout ce qu'il voit et entend autour de lui, l'enfant absorbe une telle somme de sottises mélangées à des vérités essentielles que le premier devoir de l'adolescent qui veut être un homme sain est de tout dégorger. » Okay. C'est pas très, très encourageant. Non. Il y a Nikola Tesla, le fameux ingénieur et inventeur physicien d'origine serbe, décédé en 1943. Il avait dit « Les scientifiques d'aujourd'hui pensent profondément plutôt que clairement. Il faut être sain d'esprit pour penser clairement, mais on peut penser profondément et être totalement fou. » Ouais. C'est pas si évident que ça, mais on va lui faire confiance. Bon, on va pas... Il y a Dominique Blondeau, artiste et écrivaine contemporaine, née en 1942. Elle avait dit « Il faut être jeune pour savoir vivre sans nostalgie. Plus tard, on se raccroche à toutes sortes de sentiments, des bons, des mauvais, à ce qui n'est pas très sain. Un renouveau. » Il y a Jean Dujardin, acteur comique contemporain, né en 1972. Il avait dit « Ce qui compte pour moi, c'est ma propre estimation et je suis très dur avec moi-même. Je dois être fier de ce que j'ai fait et je travaille dur pour cela. J'ai eu une éducation très chrétienne, beaucoup de culpabilité. Une bonne chose, ça vous garde sain d'esprit. » Il y a Jeff Bezos, un entrepreneur et homme d'affaires né en 1964. Il nous dit « C'est parfaitement sain, encouragé même, d'avoir une idée demain qui contredit votre idée d'aujourd'hui. » Oui, ça c'est sûr. Ça prend comme une certaine ouverture d'esprit pour réaliser qu'on était dans le champ de patates. Il faut être ouvert, ça c'est sûr. Il y a M. Guillaume Renoux, photographe raté, c'est écrit ici, satiriste mystique, adepte du credo quia absurdum. Remarque que là-dedans, il y a des gens qui font chemin avec leurs pensées, qui sont pas nécessairement des gens célèbres, mais tu comprends à travers l'histoire, mais qui réussissent à passer leurs pensées. Mais qui ont une très belle réflexion sur ça. Des fois, oui. Des fois, oui. Alors, ce monsieur Guillaume Renoux nous dit « Je crains que pour qu'un anard
c'est-à-dire un anarchiste reste sain, ils doivent s'astreindre à rester seuls. Oui, façon de voir. Ouais. Il y a Jean-Marie Le Pen, conservateur, homme politique français, il avait dit « C'est vieux comme l'histoire, c'est le club de Rome, la croissance zéro. C'est une philosophie, celle de l'ascèse. Mon beau monsieur, on mange trop, il faut manger moins, vous serez plus beau, plus mince et plus sain. » On va être d'accord avec lui. Direct au but. Il y a Maurice Merleau-Ponty, un philosophe décédé en 1961. Il avait dit « L'homme sain n'est pas tant celui qui a éliminé de lui-même les contradictions, c'est celui qui les utilise et les entraîne dans son travail. » Il y a M. Ahmed Kiyat, écrivain, qui avait dit « Il suffit des fois qu'un esprit sain ou même malsain surgisse pour que les consciences somnolentes se réveillent. » Oui, des fois, ça prend, c'est ça, quelque chose de malsain pour nous faire réaliser, effectivement. Ouais. J'imagine, il y a William Shakespeare, un grand dramaturge. Il avait écrit « L'amour est lourd et léger, lumineux et sombre, chaud et froid, malade et sain. Endormi et éveillé, c'est tout sauf ce qu'il est. » Ouais, c'est un peu déprimant. Il y a la chanteuse américaine Beyoncé Knowles, de son nom au complet. Elle a dit « Je pense que c'est sain pour une personne d'être nerveuse. Cela signifie qu'on se soucie. » Il y a Winston Churchill, homme d'État britannique, décédé en 1965. Il avait dit « Être mégalomane est la seule façon d'être sain d'esprit. » Peut-être qu'il parlait de lui, je ne sais pas. Il parlait sûrement de lui. Hein. Oui. Il y a M. Henry Ward Beecher, célèbre pasteur abolitionniste américain. Il avait dit « Personne n'est sain d'esprit s'il ne sait être fou à l'occasion. » Tu vois encore la folie qui a ses adeptes. Une petite dernière, peut-être en terminant. Il y a Condoleezza Rice, femme d'État américaine. Elle avait dit « C'est une chose dangereuse de demander pourquoi quelqu'un d'autre a reçu plus. Il est humiliant et même sain de demander pourquoi on vous a tant donné. » Bien, merci beaucoup, Pierre. C'est ce qui complète pour le moment. On y reviendra peut-être. C'est les citations célèbres inspirées de la phrase « Un esprit sain dans un corps sain ». Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube, antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques instants pour conclure ce rendez-vous. Alors, Pierre, merci beaucoup pour ta mise en onde. Bienvenue, mon cher. Merci également pour tes blocs Espresso et Espresso allongés où tu nous as amené des citations célèbres inspirées cette fois-ci de la phrase « Un esprit sain dans un corps sain ». Notre invitée en début d'émission, Sophie Charbonneau, nous a mieux fait connaître la Maison des jeunes de Sodaride. Notre collaboratrice Marjolaine Rivet-Bourgard était des nôtres. Elle nous a présenté sa chronique sur les désastres de masse et leurs impacts psychosociaux. C'est donc le menu de l'émission cette semaine. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.